Benoît, quand tu veux. Ah, je pensais qu'il y avait une annonce en introduction. Non. Une annonce? Si. Enfin, une annonce, je vous remercie déjà d'être venu. Voilà, l'objet de cette conférence de presse, c'est aborder avec vous, avec le moins de tabous possible, tous les sujets que vous souhaitez aborder. Il y a des réponses qu'on ne pourra pas vous donner. Moi, en préambule, ce que je voulais dire, ce que j'ai déjà dit à certains, c'est effectivement la satisfaction de la saison qui s'achève. Pour ce qui me concerne, ça a été la plus dure, largement, des 3 dernières saisons, avec un bonheur équivalent avec chacune, mais certainement la plus difficile. Il n'y a pas quelque chose en plus sur cette saison? Non. Enfin, il y a quelque chose en plus. Alors oui, mais il y a évidemment en plus, parce que ça a été encore plus dur, voilà. Mais il y a plein d'éléments de satisfaction. Pour moi, le principal élément de satisfaction, c'est la confiance qu'on a maintenue à Didier. J'oublierai jamais, comme Mathieu l'oublie pas, le match contre Toulouse, où on a touché le fond, où le club a touché le fond, ou tout au moins tout ce qui était autour du club a touché le fond. J'oublierai jamais les propos qui ont été tenus à l'issue de ce match, notamment par certains d'entre vous, sur c'est quoi l'avenir de Digard, c'est le bien fondé de le garder, etc., etc., etc. Et d'en avoir été amené à vous dire à tous que, pour ce qui me concerne, je mourrais avec mes idées, mais je gardais mes idées. Voilà, donc c'est des mots que vous retrouverez dans vos papiers. Donc ça, c'est pour moi la plus grosse satisfaction, elle est là. Puis j'en veux pour preuve le fait que les 3 qui sont derrière nous, eux, ont changé de coach, là où nous, on a tenu sans le faire, et à raison, et avec une totale raison. C'est le principal. S'il faut mettre un point de regret dans cette saison, c'est ça. C'est le délit de sale gueule dont il a fait l'objet, et qui était inacceptable et que je considère toujours comme inacceptable aujourd'hui, malgré le plaisir de ce maintien. Après, plus pour ce qui me concerne, alors, je ne sais pas ce que Mathieu vous dira, mais je ne suis pas plus heureux et satisfait cette année que ça ne l'était l'année dernière, que ça n'était dans l'accession. Une accession, c'est magnifique, surtout pour un club qui n'avait plus été en Ligue 1 depuis pas loin d'une quinzaine d'années. J'avais connu personnellement le bonheur d'une accession il y a très longtemps, et c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, les difficultés qu'on a rencontrées cette année pour arriver à ce résultat, oui, c'est évidemment satisfaisant. C'est satisfaisant, mais ça suppose qu'il faut occulter tous les obstacles qu'on a rencontrés. Et je ne vais pas évoquer les obstacles, ce n'est pas le propos. Je ne vais pas être dans une logique de revanche ou d'aigreur par rapport à ça, mais je ne les oublierai pas non plus. Donc, ouais, aussi satisfaisants les uns que les autres. Voilà, c'était ça mon préambule. C'est un bon préambule. C'est bon, on a fini. Salut. Non, je reviens sur Didier, même si effectivement, voilà, l'issue vous a donné raison. Mais est-ce qu'à un moment donné, la question s'est quand même posée? Est-ce qu'il y a eu débat par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu débat? Alors, je vais vous dire, il y a eu un débat un soir entre Mathieu et moi. À la suite du match de Toulouse, ça a duré 35 secondes. C'était une question à Didier. Tu continues? Ça va? Tu le supportes, ce que tu subis? Ouais, bon, voilà. Et le débat s'est arrêté là. Et il y a eu 30 secondes, je ne déconne pas, enfin, Ouais, 30 secondes de débat, tous les deux, puis avec Didier, juste à l'issue du match, on ne se pose pas la question, réfléchis, on continue, voilà. Il n'y a pas eu de débat. Je reste sur Didier, dans la mesure où l'objectif a été atteint. Est-ce qu'une prolongation est dans les tuyaux? Il lui reste un an de contrat? Elle est en tous les cas largement envisagée. Ouais. Dans les tuyaux, là, si tu me demandes si on a commencé à discuter, la réponse est non, parce qu'il y a des évidences. Je pense qu'avec Didier, Mathieu le connaissait très bien, moi je l'ai découvert depuis le début de la saison.
Et la nature des relations qu'on a sont des relations qui sont d'abord empreintes de confiance. Donc, ça fait partie évidemment des choses. Didier, il a des trucs perso à régler là pendant l'été. Et puis on se verra, je ne sais pas quand d'ailleurs, au moment de la reprise, quoi. On va lui faire une équipe d'abord. Déjà, savoir avec qui il démarre, quoi. C'est déjà ça, quoi. Mais oui, évidemment que ça fait partie des évidences, je dirais. Donc il y a les joueurs, mais il y a aussi le staff. Il y a déjà des départs annoncés. Est-ce qu'après Thomas Joubert, est-ce qu'après Florian Telamon, est-ce que d'autres adjoints de Alors, Didier Bigard vont... je vais rectifier, autant Thomas Joubert, c'est acté. C'était une décision de sa part, on a discuté il y a quelques semaines. Telamon, pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'ai vu que c'était sorti dans la presse, j'en ai reparlé avec lui. Il y a des approches d'un club, mais il n'a pas d'offre. Donc là, il est un peu emmerdé. Je dirais merci à vos collègues journalistes, parce que du coup, il se retrouve un peu dans un bourbier où là, il n'a pas d'offre, il se met un peu en porte-à-faux avec le club qui a donné sa chance. Donc il est un peu dans le dur depuis hier. Et j'ajouterais que le club dont il est question est présidé par un ami très proche. Et bon, je parle avec Arnaud souvent. Il n'a jamais évoqué le sujet et que je n'imagine pas que ça puisse se conclure entre Flo et le club en question sans que le président du club m'en parle. Donc, par rapport à ce que dit Mathieu, ça ne m'étonne pas que les choses ne soient pas finalisées encore. Et Serge Costa, qui est d'avenir. Non, il sera toujours là. Il sera toujours là. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres modifications dans le staff ou de nouvelles têtes qui... Forcément, une nouvelle tête pour il y aura des modifications, il y aura certainement, hormis le remplacement de Thomas Joubert évidemment, qui était quelqu'un qui était important dans le projet depuis 3 ans, mais qui a besoin aussi de se renouveler, d'aller faire autre chose. Il y aura certainement une autre arrivée, mais ce n'est pas acté encore. Je reviens sur la saison qui s'est écoulée. Si vous aviez 2-3 images très fortes à retenir, en dehors effectivement de cette soirée face à Toulouse, des images fortes, peut-être qu'on fait basculer l'histoire de la saison. C'est une bonne question. Je mettrais Lille et Lens. Je dirais Lens, ouais. Ouais, Lens, parce que à ce moment-là, tout le monde prend conscience de ce que cette équipe peut faire, quoi. Lens, on est mené et on gagne. Et je regardais une statistique là ces jours-ci où finalement on est la 4e équipe à avoir gagné des points et à 14 points en ayant été mené. Donc c'est significatif, voilà. Et je pense que les garçons en ont vraiment pris conscience à Bollaert. Mais ça en fait qu'une d'image. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, la tienne, ouais, Lens, j'ai beaucoup aimé. Le penalty, célébration à la fin, la réaction dans les vestiaires, parce que c'est vrai que le groupe a pris conscience qu'il avait des qualités pour aller embêter des gros et gagner des matchs à l'extérieur. Évidemment, le penalty d'Abdou à Strasbourg, mais plus que ça, j'ai célébration, la communion de tous les joueurs, de tout le staff, de tout un club, j'ai envie de dire. Revenir aussi sur des joueurs qui étaient qui sont en fin de contrat ou qui étaient prêtés, etc. Ils ont célébré ça comme si c'était le plus beau jour de leur vie. Ça, moi, je trouve que ça n'a pas de prix, parce que quand tu es dans un projet sur 3 ou 4 mois, tu sais que tu vas partir dans un autre club, que tu es à peine payé par le club ici, etc. C'est qu'on ne s'est pas trompé sur les garçons, le lien qu'on a avec eux, le lien qu'ils ont avec les autres joueurs, avec le staff. Et à la fin du match, c'était ça qui rendait le plus heureux. Oui, il y a le maintien, c'est fantastique pour le club et pour tout le monde. Mais réussir à créer une cohésion de groupe assez rapidement, avec pas mal quand même de changements au mercato d'hiver, c'était pas simple. Et ils l'ont fait, et ça c'est top. Ouais, l'image de Junior qui symbolise assez tout ça. Junior, Timothée, Pembele. Oui, mais Junior, il a la particularité qu'il appartient à Strasbourg, qu'il a souhaité venir avec l'équipe à Strasbourg, qu'il l'a fêté alors, très largement avec l'équipe sur le terrain de Strasbourg, et qu'il est rentré. Il n'est pas venu à Strasbourg avec nous, il a pour profiter de l'avion et rester avec ses potes à Strasbourg après le match, puisqu'il est rentré au Havre avec nous. Donc voilà, je trouve qu'il symbolise assez bien l'union qu'il y avait dans cette équipe, compte tenu, comme le dit Mathieu, du nombre de joueurs qui étaient ou en fin de contrat ou prêtés. On va parler d'avenir maintenant. Est-ce que le HAC peut espérer s'appuyer la saison prochaine sur une équipe qui peut-être,
n'aura pas besoin d'attendre la dernière seconde de la dernière journée pour se maintenir, ou vous vous préparez déjà à une nouvelle saison où il va falloir être dans le dur et s'accrocher de la première à la dernière journée? Tu seras dans le dur obligatoirement, parce qu'on est en Ligue 1. C'est ça la chose positive, mais on partira certainement sur la ligne de départ avec beaucoup moins d'argent que tous ceux qui sont devant nous, avec très peu de moyens pour recruter. Mais ça n'empêche que ça fait 2 ans qu'on s'en sort quand même. Donc j'espère qu'on se maintiendra plus tôt, mais si on se maintient encore une fois à la 98e sur un penalty, je pense que les émotions vécues, on s'en rappellera toute notre vie. Et franchement, j'aurais payé pour avoir ce match-là. Quand il y a le penalty d'Abdou, ce que je disais à tout le monde autour de moi, c'est que toute la saison, on a espéré avoir cette chance-là à ce moment-là. Et on l'a eu. Après, il faut la mettre, il faut avoir le calme et le sang-froid. Mais vivre cette adrénaline-là, ce que je disais la dernière fois au téléphone, c'est fantastique. Moi, je meurs et je vis que pour ça. Avoir le péno, on a rêvé depuis qu'on est tout petit, le péno qui qualifie ton pays en Coupe du Monde ou qui sauve ton club. J'aurais payé pour être à la place d'Abdou, pour pouvoir tirer ce penalty. Je suis un peu jaloux. Et en plus, il a fait Panenka, c'est fantastique. Mais on vit pour ça. Le plus important, c'est que ça tombe toujours du bon côté. Donc ça fait 2 ans que ça se passe. Mais même quand tu regardes la Ligue 2, malgré le fait qu'on ait survolé le championnat, on se maintient. On monte à la dernière journée face à Dijon. Il y a toujours eu un dernier match ou un avant-dernier match un petit peu compliqué. Et je trouve que ça amène quand même de la saveur. Donc si oui, on pouvait se maintenir dès février ou mars, on serait heureux, ça permet de travailler différemment, etc. Mais le plus important, c'est qu'on se maintienne. Après, avoir des ambitions démesurées, on ne va pas s'inventer une vie. Et puis on ne peut pas raconter de conneries non plus, quoi. Non, Voilà. c'est ce qu'on a promis depuis le début, c'est de ne pas mentir, pas de vendre du rêve, c'est de s'accrocher, c'est de mouiller le maillot, de travailler. Je pense que tout le monde le fait depuis 3 ans. Mais dire demain on va jouer la Coupe d'Europe à la 10e place, franchement, vu les effectifs des autres, des fois c'est un peu compliqué quand même. Mais on est là. Bonjour. Les émotions sont encore fraîches, mais il faut déjà se pencher, comme on l'a déjà dit, sur l'exercice qui arrive, qui peut peut-être être encore plus difficile. Première question, c'est concernant toutes les fins de contrat qu'il y a au HAC. Où est-ce qu'on en est dans les discussions? Josué a plus ou moins laissé entendre qu'il souhaitait rester au club sur le micro de la zone. Je crois, Mathieu, que tu as dit que rien n'était encore fait sur le space la dernière fois. Où est-ce qu'on en est pour Josué et pour les autres avec qui on a des discussions actuellement? La discussion avec certains joueurs, comme je disais, on ne va pas trahir les discussions parce que c'est pas toujours facile. Il faut faire comprendre à des garçons qui avaient des contrats élevés pour nous, dans un contexte différent quand ils sont arrivés il y a 2 ans, parce qu'il y avait encore les droits TV, etc., de potentiellement repartir chez nous 1 an ou 2 ans de plus à des salaires divisés par 2 ou par 3. Et c'est pas simple, mais la vérité, en tout cas financière de notre club, c'est ça, même pour la Ligue 1 en général, hormis les gros clubs. Sur Josué, il y a des discussions depuis très très longtemps. Il n'y a rien acté, on a toujours bon espoir, comme pour d'autres. Et puis il y a des garçons qui ne seront pas prolongés, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a d'autres garçons qui arriveront, parce que ça fait 3 ans aussi que certains sont dans un cycle et qu'à un moment donné, il faut le renouveler, comme pour le staff aussi. Il faut amener des nouvelles têtes tous les ans, pour avoir un petit peu de fraîcheur, des idées différentes. Pour Josué, c'est l'aspect financier qui bloque, parce que vous lui avez fait une proposition, lui a dit qu'il serait toujours après la saison prochaine. Qu'est-ce qui coince pour que le dossier soit définitivement classé? Il faut qu'il avance, il faut qu'il puisse avancer. Pour l'instant, c'est pas tellement qu'il coince, on est dans une logique de discussion. Voilà, je pense que Josué attendait aussi de savoir où serait le club, comme d'autres d'ailleurs, et que ça fait juste 48 heures qu'il le sait, quoi. Voilà, donc les discussions vont prendre le temps qu'elles doivent prendre. Il y a d'autres joueurs auxquels une proposition de prolongation a été faite? Il y en a d'autres avec qui on discute. Proposition écrite, pas encore, si je ne dis pas de bêtises, mais avec qui on discute. Mathieu Borgelin, vous disiez qu'il y avait peut-être une prolongation et Oui. voire associée à une sortie d'une reconversion. C'est possible, ouais. Il y a des discussions avec Mathieu depuis quelques mois. C'est un projet pour lui et pour nous qui peut se faire. Ouais. Enfin, on va prendre un peu de temps pour tout ça. Voilà, je veux dire, le mercato n'a pas commencé, il commence dans 10 jours. On n'a évidemment pas attendu l'ouverture du mercato pour discuter avec un certain nombre de joueurs, tant des joueurs de chez nous que des joueurs extérieurs. Mais
Quand on est arrivé, on avait dit, voilà, on avait plusieurs objectifs, pas raconter, pas faire rêver, je dis pas faire rêver, pas se voir trop beau et s'éviter au maximum les conneries, les erreurs. Je pense qu'on a plutôt tenu parole sur ces 2 points. Et voilà, on va continuer d'éviter les erreurs dans tous les cas de figure. Parmi les joueurs qui ne seront pas conservés, il y aura Thaler. Est-ce qu'il, je pense que oui, vous avez mis confirmer ça, c'est que avoir un tel joueur qui touche de tels émoluments, c'est maintenant impossible au WAC. Clairement. Ben, je vais vous donner 3 chiffres. Voilà. Première saison de Ligue 1 l'année dernière, l'addition droit télé plus le différent qu'on récupérait sur les droits de l'UEFA. Je ne parle pas des droits d'indemnité de formation, mais le bloc droit télé représentait 18 millions et demi, 19 millions à peu près l'année dernière. Cette année, il sera à l'atterrissage à 9 millions, 8 millions et demi, 9 millions. Et il ne pourra pas dépasser 5 millions l'année prochaine. Et quand je dis il ne pourra pas dépasser, c'est le fruit d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec la DNCG, suite au courrier qu'on avait reçu, de savoir, zéro, c'est exclu qu'on mette 0 dans notre classe. Jusqu'où vous considérez qu'on peut aller. On a proposé chiffre qui a priori a été validé. Voilà, donc vous vous rendez compte de l'écart. Hein. On est passé de 18,5 à 8,5 à 5. Est-ce qu'on peut s'offrir des garçons avec les émoluments pareils, comme vous le dites? Non, c'est impossible. Et je me permets, les 5, vous n'êtes pas sûr de les toucher dans l'état actuel des choses aujourd'hui? On est sûr de rien. 5, c'est le chiffre qu'a priori la DNCG accepte, sans qu'on ait à apporter des garanties, lettres de crédit, compte courant supplémentaire, par rapport à ce qu'on devra de toute façon apporter. Parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de garanties qu'on va devoir donner. Donc 5, si on met 5, ils ne vont pas nous demander théoriquement, j'attends qu'on ait passé la DNCG, de montant garanti pour couvrir ces 5 millions. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un trou à combler avant le passage de la DNCG. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup ou moins des ventes de joueurs d'actifs avant le passage de la DNCG? Alors là, les chiffres dont je parle, c'est les chiffres de l'année prochaine. Maintenant, si vous revenez sur les chiffres de cette année, oui, évidemment, il y a un trou à combler. Et oui, évidemment, s'il y a des opportunités de cession au mois de juin, on ne va pas les rater. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, tout le monde est potentiellement à vendre. Comme tous les ans. C'est pas Comme tous les clubs. comme tous les clubs et comme tous les ans, ouais, clairement. Est-ce que c'est pas trop frustrant de se dire qu'on ne pourra même pas construire avec ceux qui ont fait l'exploit, même si un renouvellement d'effectifs est nécessaire? Là, actuellement, tout le monde peut partir. Pour toi, Mathieu, est-ce que c'est pas trop frustrant de naviguer On est habitué. Malheureusement, on est habitué. Quand on arrive au club, il n'y a que 13 joueurs sous contrat, pour ceux qui se rappellent, en Ligue 2. Il y a pas mal de jeunes joueurs en plus, donc il a fallu faire tout un effectif. Il y a des garçons qui sont arrivés, qui nous ont aidés. Il y en a qui sont partis au bout d'un an, d'autres 2 ans, d'autres ça sera cette année. C'est la vie d'un club. Si tu regardes aujourd'hui tous les effectifs de Ligue 1, je ne parle même pas de Ligue 2, sur 3 ans, tu as un turnover qui est immense dans tous les clubs. Tu as très peu de joueurs qui sont là depuis 3 saisons. Mais on ne peut pas échapper à ça, pour différentes raisons économiques, fin de contrat, mauvaise performance, vieillissement des joueurs aussi, des jeunes qui poussent derrière. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre et de faire un effectif qui ressemble à un effectif compétitif, avec nos valeurs et notre mentalité, comme on a pu l'avoir sur la deuxième partie de saison plus que sur la première. Mais voilà, pour moi, trouver des joueurs, c'est pas le plus compliqué. Vendre des joueurs, c'est compliqué. Parce que tout le monde sait qu'on n'a pas ou peu d'argent et tout le monde nous attend dans le virage pour nous proposer des sommes réduites. C'est pas toujours simple. Mais sur le côté frustration, faut juste se rappeler que quand la saison où on accède en Ligue 1, personne s'en va. Donc pas de réel mercato, donc ça impacte quand même sérieusement l'économie. À un moment, il faut le rattraper, cette économie qui est impactée. Et elle a été rattrapée en grande partie par la cession des jeunes joueurs issus du centre. Alors, s'il y a un truc qui est plutôt frustrant, qui à la fois montre la qualité du centre et la qualité du travail qui est effectué, mais qui n'en reste pas moins frustrant compte tenu de l'âge à laquelle ils sont cédés, c'est de voir justement des Yoni Gomis, des Steven Goura, Antoine Joujou être les premiers à partir.
Là, il y a effectivement un élément de frustration, mais bon, d'un autre côté, ça prouve aussi la qualité du boulot. L'été dernier, le mercato s'était résumé à des coups. Je pense notamment à Yanis qui était chercheur national, Ruben ou Bounet qui était cherché dans des équipes réserves. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose, voire à chercher dans des championnats encore plus mineurs, trouver des bons coups, des bonnes pioches? C'est à ça que va se résumer ce mercato. À la base, on était sur un 2 joueurs de Manchester City, mais un peu compliqué. Non, je rigole. Non, mais évidemment, quand tu n'as pas de moyens ou peu de moyens, que tu ne peux pas faire de transfert, déjà c'est joueurs libres, c'est joueurs avec petit salaire, on a expliqué le problème. Donc, que ce soit des jeunes, soit des garçons qui sont en Ligue 2 ou en national, soit des garçons qui viennent de championnats mineurs. Aujourd'hui, même des garçons qui arrivent de Championship ou de deuxième division allemande, ils ont des salaires qui sont 3 ou 4 fois supérieurs à nos joueurs qui jouent en Ligue 1. Donc on a beau avoir un projet sportif intéressant, réussir à les convaincre, il y a une donnée économique que les joueurs prennent en compte et c'est logique. Hein. Donc c'est pas toujours simple de les faire venir, donc on doit se diriger vers d'autres marchés. Encore une fois, c'est pas un souci. Mais il va falloir qu'aussi vous changiez votre doctrine, parce qu'on est un championnat mineur. Vous ne vous trompez pas, hein. On est un tout petit championnat, quoi. Si on résume les championnats, alors on va mettre de côté l'incroyable saison du Paris Saint-Germain et sa finale de Ligue des Champions à venir, mais juste on met ça de côté et on regarde, et si on juge un championnat à l'aune des droits télé qu'il génère et de l'intérêt qu'il génère, on est quoi, nous? C'était le discours de la Brune, on n'est pas la Slovénie ou la Slovaquie, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais si, on est en dessous du Portugal. On est en dessous de la Hollande. Donc on est un championnat mineur. Donc des équipes comme nous, vous voulez qu'on s'adresse à qui comme joueurs? Il ne faut pas catégoriser, il faut vraiment que vous changiez votre doctrine par rapport à ça. Hein. On joue dans un championnat mineur, malheureusement. On joue dans un championnat mineur parce que la Ligue nous a emmenés dans un championnat mineur. Je ne règle pas des comptes personnels en disant ça. Je fais juste le constat. Comme tu le disais, Mathieu, on met 5 millions dans l'Alias, mais on n'est même pas sûr de les avoir. Les Portugais, ils sont sûrs d'avoir 5 millions, les clubs en Ligue 1 portugaise. Les clubs en Ligue 1 hollandaise, ils sont sûrs de les avoir. Nous, on n'est même pas sûrs de les avoir. Donc, arrêtez de penser qu'on est un Big Five et qu'on peut faire appel à des joueurs. On n'a pas les moyens des clubs de D2 allemands. On n'a évidemment pas les moyens des clubs de Championship. Justement, à propos de la DNCG, est-ce qu'aujourd'hui vous attendez à avoir un A qui est interdit de recrutement à titre onéreux? Non. Ça ne change rien de toute façon. Enfin, dans l'absolu, je vais vous dire, ça, ce ne serait même pas le souci. Mais la règle avec la DNCG, elle va être très simple. On va présenter un budget. Ce budget, il va être en perte, évidemment. Et l'usage veut qu'on couvre le montant des pertes en disant, ben voilà, on va céder pour tant de joueurs. Et la DNCG va nous répondre, on vous croit sur parole, et vous allez nous donner une garantie bancaire du montant équivalent de cette perte. Voilà ce qu'il a écrit, Michelaer. Et en réalité, ça ne change strictement rien depuis des années, puisque c'est ce qu'on fait depuis des années. Donc, l'éventualité d'une sanction administrative sur le mode encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux, si on donne les garanties bancaires qui vont en face, il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Mais quand bien même ça arriverait, c'est un détail. Voilà, c'est un détail. Ça n'a aucune importance, aucune incidence pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de clubs qui risquent d'avoir des sanctions. Ça peut, enfin, je ne sais pas quel arsenal la DNCG peut avoir, mais elle peut tout simplement vous interdire de recruter même des joueurs gratuitement. Non, elle peut. Les sanctions, c'est encadrement de la masse salariale, c'est-à-dire qu'on présente une masse salariale 100, vous n'avez pas le droit de dépasser 100. Voilà, et puis on verra le dossier au mois de novembre. Ou, autre alternative, vous n'avez pas le droit de dépenser 1 euro pour acheter des droits de joueurs à des clubs, d'autres clubs. Voilà, c'est les deux principales sanctions dont ils disposent. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été notre cas cette année. Hein. On a été toute l'année en encadrement de la masse salariale, qui a même été revu à la baisse au mois de novembre par rapport à l'encadrement qu'on avait au mois d'août dernier.
et une interdiction de recruter à titre onéreux. À quel point l'entreprise a qu'elle est en difficulté financière Ben, c'est l'entreprise qui perd de l'argent, voilà, donc comme tout en... Les salaires qui sont versés en retard. Non, 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 non. Cette année, on a réussi pour l'instant cet incroyable exploit de ne pas être en retard sur les salaires. On est en retard avec les fournisseurs, ça c'est une évidence. Ça me permet de m'excuser vis-à-vis d'eux, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas un club qui peut régler ses fournisseurs. Même le Paris Saint-Germain, à ma connaissance, ne règle pas tous ses fournisseurs en temps et en heure, donc, mais pas les salaires. À quel niveau vous êtes en retard approximativement? Ouais, non, on est en retard de quelques mois, voilà. Mais ça ne met pas en cause la vie de Non. l'entreprise à l'instant T. Non, pas du tout. La solution de continuité existe. Je n'attends pas de quelques sanctions que ce soit dans ce sens de qui que ce soit. Pour reparler un petit peu, enfin, petite personnelle de sport, on a Ouais, c'est plus entendu cool. l'idée d'un nouveau cycle, un cycle de 3 ans qui se terminait. Ça va se concrétiser comment? Est-ce qu'il va y avoir une autre manière de fonctionner, pas au niveau financier, on a bien compris, mais peut-être sportivement, dans les recrues que vous allez chercher? Est-ce que ça va changer quelque chose ce deuxième cycle ou c'est juste, entre guillemets, voilà, 70-75% d'effectifs qui part et qu'il faut donc reconstruire? Il faut reconstruire l'effectif, c'est une certitude. Quand je parle de nouveau cycle, c'est même global, parce qu'on a, avec l'accord de Jean-Michel, depuis quelques semaines, voire quelques mois, travaillé sur une organisation au centre de formation. Garçons, je parle, sur l'école de foot aussi. On a fait une réunion hier soir pour expliquer comment on voyait l'école de foot du HAC. Donc il y a un projet global chez les garçons. École de foot, préformation, formation, effectif professionnel évidemment, avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, avec une formation qui sera un peu plus mise en avant encore que cette année, parce que même s'il y a des joueurs qui sortent avec les pros, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu du temps de jeu chez les plus jeunes, je parle. Même s'il y a toujours les garçons, Yacine Keshta, Casimir Sanganté, Antoine Joujou qui jouent avec l'équipe première. On doit en lancer d'autres, parce que c'est important pour nous, c'est important pour l'image du club, c'est important pour les jeunes, pour les projets qu'on a promis aussi aux garçons qui s'engagent chez nous à 14-15 ans. Et c'est important aussi pour l'avenir du club. Parce que comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, je crois qu'on a 21 ou 22 millions d'euros à peu près de joueurs vendus depuis qu'on est arrivé. Il y a 18 ou 19 qui sont pour les garçons formés à la KV. Donc ça, on doit faire différemment. Est-ce que les rumeurs de changement de propriétaire, de revente du club, changent quelque chose dans votre travail? Non, non. En l'état, non. En l'état, comme vous dites, ça s'appelle des rumeurs. Ça fait depuis que nous sommes arrivés. Ces rumeurs existent depuis que nous sommes arrivés que avec nous des racheteurs. Voilà. Donc ces rumeurs, elles existent depuis qu'on est là. Elles nous ont jamais empêchés de bosser. Voilà. Les dernières ont l'air, je dirais bien, ont l'air plus précises. Alors, le propriétaire, Vincent Vopé, ne vous met pas dans la confidence. bah, évidemment que si, Benoît. Jean-Michel, pas moi. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que... Le dossier Boucro, sans doute y a-t-il un autre dossier sérieux, mais il y en a d'autres. Non, mais évidemment que tous ces dossiers ont fait l'objet de réunions avec les potentiels acheteurs, leurs représentants, leurs financiers, leurs avocats, et que donc, évidemment, c'est des réunions à laquelle j'ai participé, à partir de documents que nous avons établis et que nous leur avons transmis, etc. Enfin, voilà, c'est un processus normal qui s'appelle une due diligence. Donc oui, il y a des due diligence en cours. La société dont vous faites état fait partie, effectivement, des potentiels acquéreurs qui ont eu accès à ce qu'on appelle aussi la data room, sur des mots bien savants, des anglicismes liés aux fusions et aux acquisitions. Et que, donc voilà, oui, il y a. Est-ce que pour autant ça impacte aujourd'hui notre mode de fonctionnement? Non. Parce que on est un peu dans la fiction, mais... Je vous coupe 2 minutes, excusez-moi. J'ai un petit souci. Vous me permettez. On ne va pas recommencer. Hein. Avec le micro, pardon. Mais chaque fois que vous tapez, ça... Ah, pardon. Non, non, mais bon, Je vais mettre les mains dans mes poches. je vais essayer de placer le micro autrement. Non, non, mais pendant que vous me le dites, je vais laisser mes mains bien à plat. Faites beaucoup sur la table. Pardon, excusez-moi. Voilà, merci. Voilà. Pour partir. Désolé.
Non, simplement, voilà, on est un peu dans la fiction, mais est-ce que un rachat potentiel pourrait impacter la surface financière du club? Voilà, la capacité financière. C'est de la fiction. On parlait beaucoup d'argent. C'est de la fiction, voilà. Ouais. Je suis incapable de vous donner une réponse, oui, bien sûr. À Strasbourg, ça a impacté pas mal. Je prends l'exemple de Strasbourg, par exemple, qui est un exemple récent pour nous. Le rachat du Racing a impacté. Donc oui, je ne vais pas fictionner plus parce que j'en ai pas la moindre idée. Et combien de temps ça pourrait, vous savez combien de temps ça pourrait mettre? Est-ce que c'est un processus qui peut s'étendre sur 6 mois, sur plus court? Est-ce que vous avez Un calendrier? de délai si ça pouvait aboutir? C'est très long en général ces processus Oui, mais il y a des processus qui ont débuté. Alors ça pourrait prendre quoi 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis infoutu de vous dire. Je n'ai pas de calendrier. Et Mathieu, la multipropriété, ça pose quoi? C'est une bonne question. Je l'ai dit, je le répète, le HAC doit être la succursale de personne. On peut avoir d'autres clubs autour, on peut discuter avec d'autres clubs, mais le HAC, c'est le HAC. Pour reparler terrain, alors on l'a dit, la surface financière inexistante reste limite forcément les erreurs sur le mercato. Non, elle accroît les erreurs. Comment ça? Là, quand tu as de l'argent, tu as plus de chances de trouver un bon joueur. Vous avez encore moins droit à l'erreur quand vous n'avez pas d'argent. Tu viens de dire l'inverse. C'est ça, oui. On a encore moins droit à l'erreur en n'ayant pas d'argent. Voilà, Ouais. donc voilà, vous avez encore moins droit à l'erreur. Est-ce que ça complexifie justement votre travail? Parce qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés l'été dernier qui ont peu joué. Quand on voit Daler Kouzaï, par exemple, j'imagine que ça devait être une déception. Il est arrivé l'année d'avant. Oui, Daler. Non, mais tu as dit qu'ils sont arrivés l'été dernier. Tu as Pembele et Zouaoui. Je pensais par exemple à Ruben Lonja. Ils sont avec les jeunes, c'est des projets sur du long terme. C'est pas pour l'équipe première. Vous ne pas Non. à les intégrer en équipe 1? Non. Ok. Mais est-ce que ça complexifie donc votre travail de fait dans le recrutement? Ça empêche de dormir un peu. Mais après, j'ai envie de dire, malheureusement, on a l'habitude. Ou heureusement, je sais pas, c'est une façon de faire qu'on a depuis le début. Je le redis, quand on arrive, il y a 13 joueurs, il faut faire un effectif pour monter. Parce que c'était l'objectif dès le début, même si on ne l'a pas annoncé. Il n'a pas fallu se tromper, avec pas beaucoup de moyens même en Ligue 2, c'était déjà le cas. Donc on est habitué, ça fait des semaines que Julien et Momo, qui sont avec moi, travaillent sur des joueurs, on regarde des matchs toute la journée, puis Sharaf, notre scout pro. On va essayer de ne pas se tromper, de moins se tromper, en tout cas le minimum, de trouver des bons joueurs, essayer de faire des meilleurs joueurs que cette année. Ça ne va pas être toujours facile. Mais là, on doit être bon, encore, je le dis, je le répète, c'est sur l'état d'esprit. Des mecs qui vont être dans notre projet, qui vont mouiller le maillot, qui vont mourir sur le terrain pour le HAC, comme les joueurs qui étaient là cette saison l'ont fait. Ça va être ça le plus important. Après, la qualité, on l'a vu contre Marseille, Greenwood a pris le ballon, il a marqué. Tu joues le PSG, Dembélé, s'il a envie de gagner, il gagne. On n'aura peut-être pas la capacité d'avoir ces joueurs-là. Ça, c'est pas un mystère. Mais en Ligue 1, malheureusement, tu as des joueurs qui, sur une action, peuvent te changer le cours d'un match. Ce n'est pas toujours le cas chez nous. Mais par contre, les valeurs, la combativité, la solidarité, ça, on doit les trouver. Est-ce qu'on peut imaginer une construction d'effectifs en 2 temps? Si je prends le modèle de cette saison, il y a eu ce que vous avez pu faire ou pas faire l'été dernier. Il n'y a pas grand-chose. Et après, on sait comment ça se passe. Les joueurs, on peut leur proposer quelque chose à un instant T, ils refusent. Et quand on vient les voir 6 mois plus tard, parce qu'ils ne jouent pas, parce qu'ils sont barrés, parce qu'ils se rendent compte peut-être qu'ils ont fait une erreur 6 mois avant, ils écoutent plus ce qu'on leur dit. Est-ce qu'on peut imaginer que se garder entre guillemets un petit bas de laine, construire un effectif malgré tout compétitif pour s'accrocher pendant 5 mois, et après il y a le deuxième temps, il y a janvier, où les réponses des joueurs et de leurs entourages ne sont pas du tout les mêmes, et surtout avec tous les exemples que vous avez fait, je pense à Junior, je pense à Mamadou, même à Fodé, vous êtes en train d'acquérir une petite réputation pour relancer des joueurs. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit aussi construit comme ça la saison en termes de construction d'effectifs? Elle sera différente, parce que l'année dernière, on avait beaucoup de joueurs sous contrat. Même juillet, août, il y a des joueurs qui devaient partir qui ne sont pas partis. Il y en a qui sont partis qu'en janvier, pas en août. On n'avait pas la surface financière aussi sur l'été pour pouvoir prendre des joueurs même qu'au niveau salaire. Début de saison a commencé de façon un peu difficile, avec des joueurs qui voulaient partir, qui sont restés parce que tout le monde pensait qu'ils allaient avoir des clubs, et puis la situation financière des autres clubs a complexifié la chose. Et puis janvier, on a revendu un peu. Donc c'est même pas qu'on avait un bas de laine, c'est qu'avec
quasiment le salaire de 1 ou 2 départs. On a fait les 4 joueurs qui sont arrivés. Jean-Michel en parlera mieux que moi, mais c'est des mathématiques après. Si tu sors 2, tu peux faire rentrer 1 et ainsi de suite. Mais je pense que cette année, ça sera différent, pour plein de raisons. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui vont être sans contrat, que ce soit en France, même à l'étranger, dû à la crise financière de beaucoup de clubs. Tu as beaucoup de joueurs intéressants qui vont attendre peut-être des meilleures offres, mais au lieu de janvier, je pense que ce sera plutôt fin juillet ou au mois d'août, parce que quand ils vont voir qu'ils sont en fin de contrat depuis 1er janvier, ils ont le droit de signer, que le 15 juillet, ils n'ont pas repris avec un club. S'ils réfléchissent un peu, si l'entourage est bon, ils vont comprendre que ça va être compliqué pour tout le monde. Après, ça va être sur les prétentions salariales. Il va falloir qu'ils fassent une petite descente aussi. C'est mathématique. Donc non, on va essayer de faire des joueurs rapidement, parce qu'il faut qu'on ait un effectif à la reprise. On a des jeunes joueurs qui ont un fort potentiel aussi, qui vont faire la préparation. Tu as les joueurs qui reviennent de près, qui ont fait des bonnes saisons, hein. Je pense à un Lutière notamment à Nancy, qui vont revenir, qui vont faire la pré-saison avec nous. Et puis après, il y aura des opportunités de marché. Parce que tu auras ceux qui sont sans contrat, et puis tu auras ceux qui vont retourner dans un gros effectif, mais qui n'auront pas ou peu de temps de jeu. Et je voyais hier une interview de City, où Guardiola, même lui, il ne veut pas de 25-26 joueurs dans son groupe. Il veut que 20 joueurs, donc ça va libérer des joueurs un peu partout, et il y aura du mouvement. Donc je pense qu'il y aura des opportunités de marché intéressantes. L'excellent Mohamed El Karas disait à l'excellent Théophile qu'il était surpris des profils qui lui étaient proposés. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces profils? Ils sont enflammés, Momo. Non, on discute avec des joueurs intéressants, parfois des joueurs, on va dire, avec une étiquette un petit peu plus haute que le HAC, sans nous manquer de respect. Mais on l'a vu sur le mercato d'hiver, et là je pense que tu as bien résumé, que ce soit Mamad, que ce soit Junior, que ce soit Sankuka, que ce soit Ballo-Touré, c'est des joueurs qui ont quand même un gros CV ou qui sont dans des clubs un peu plus attractifs. Mais c'est maintenant qu'il va faire. Mais ce seront nos meilleurs VRP, parce qu'ils vont tous retourner dans leur club ou faire le tour du monde pour d'autres. Mais l'image qu'ils auront de ce club, elle sera positive. L'image qui a été envoyée de ce club, elle est positive. Et je le dis, je le répète, c'est un grand club. C'est un club historique, pour revenir sur l'histoire du club d'Orient, etc. Mais c'est un club qui est connu en France, qui est connu dans le monde. Tout le monde parle du HAC. Dans tous les pays du monde, tu as des gens qui connaissent le Havre. On ne connaît pas tous les clubs français de Ligue 1, Ligue 2. Le Havre est connu mondialement. Plutôt une image positive. Et ça, c'est intéressant pour nous. Un vrai capital sympathie, j'ai le sentiment, j'ai l'impression. Sans doute encore par cette saison et cette j'ai l'impression que le capital sympathie n'a fait qu'augmenter. C'est exactement. C'est-à-dire que quand on discute avec les gens, ils sont intéressés par le projet. Alors après, il y aura toujours la problématique des salaires, de ce qu'on veut, etc. Mais au moins, on intéresse. C'est déjà une première victoire. C'est quand tu prends ton téléphone pour appeler Pierre, Paul ou Jacques et que le mec te dit « Ah non, votre projet là, c'est bancal dès le début ». Non, ils écoutent, ils sont attentifs, on peut discuter avec les joueurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont signer, mais on a une chance. Et on part du principe que on va tout tenter en fait. Comme on l'a dit par le passé, on avait déjà tenté des joueurs qui ne sont pas venus pour la plupart, mais au moins on a tenté des gros joueurs, ça s'est fait, ça ne s'est pas fait pour certains. Et on va le refaire cet été. Parmi les joueurs encore sous contrat, mais une valeur marchande, est-ce qu'il y en a un ou peut-être deux pour lesquels vous me dites non, lui, on le bloque. Certes, on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de construire une équipe. Je pense à Abdoulaye Touré, je pense à un Gauthier Lloris, par exemple. Je vais me faire engueuler. Je l'ai fait il y a 2 ans avec Jean-Michel et Vincent sur des joueurs. Mais à un moment donné, non, je vais dire presque qu'il faut être sérieux. On ne pourra pas le faire. S'il y a des offres qui passent pour certains joueurs, peu importe le joueur, malheureusement, on l'a vu cet hiver avec Steven Goura notamment, qu'on a envoyé au Cercle de Bruges. Au démarrage, il n'est pas prévu de partir. Mais il y a une offre qu'on ne peut pas refuser. Le projet sportif lui convient, on trouve une solution. Un Yoni Gomis fin août l'année dernière, qui n'a pas fait un match chez nous. Ouais, j'atténue quand même ça. Autant il y a 2 ans, je t'ai dit tu nous emmerdes avec ça, autant là, j'atténue un peu parce que il y a offre et offre. On a dû accepter l'année dernière, quand je dis la saison elle était particulièrement dure, on a dû accepter des offres qu'en temps normal on n'aurait jamais dû accepter. Et je ne veux surtout pas avoir à revivre ça encore cette année. On a vu des offres qui étaient sur la table être refusées par les joueurs, ou le joueur, ou peu importe. Ça a fait mal, mais accepter des offres telles qu'on on n'avait pas le choix de les accepter l'année dernière, ça me gave. Là, je veux pas imaginer avoir à le revivre encore cette année. Vous avez le choix.
Aurez-vous le choix? À l'heure où on se parle, on a toujours le choix. Hein. Le choix, on l'a. Quoi. Enfin, voilà, le choix, il existe. Si on peut s'éviter de se retrouver dans cette situation-là, je suis preneur. Parce que moi, je l'ai très mal vécu, cette situation l'année dernière. Voilà, donc, encore une fois, dès lors qu'on admet qu'on n'est plus un championnat, comme je le disais tout à l'heure, de toute première catégorie, considérons qu'on a des joueurs qui ont une certaine valeur. Justement, est-ce qu'il y a un an, on parlait beaucoup d'Aruna Sanganté, d'Etienne Moutet pour des transferts voilà, qui pouvaient être alléchants et pour eux et pour le club. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux joueurs-là font encore l'objet d'offres très intéressantes? On va voir. On va voir. En l'état, je ne peux rien préciser là-dessus. On va voir. Ils font partie des joueurs qui ont une valeur, ça fait aucun doute. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la formation? Tu en as beaucoup parlé depuis samedi et le maintien acquis. On a l'impression que vous allez changer des choses. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus? Tu as fait référence, hein, peut-être le centre de formation, c'est l'actif peut-être numéro 1 du club. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous allez changer Il va y avoir des changements de coach, organisation au niveau des staffs, amélioration des staffs aussi. Parce qu'aujourd'hui, on avait des garçons, je pense à Alex Leron sur la U17 par exemple, qui était quasi seul, avec un prépa physique de temps en temps là, parce que pas que sur cette mission-là, avec parfois 27-28 joueurs en entraînement, qui fait une saison plus qu'honorable, parce qu'on finit 4e en U17. Mais sur le projet de formation, on a pris un peu de retard. On va essayer de faire un petit peu plus de travail individualisé, un peu plus de spécifique au poste. On va essayer de mettre un petit peu plus de moyens à notre échelle sur la formation. On essaie de mieux recruter. On a changé un petit peu la politique de recrutement aussi avec Momo et Chico. Les garçons vont arriver, c'est-à-dire que là au centre, c'est les 2010 qui vont rentrer. C'est la première génération qu'on a recrutée sur les ANS il y a 3 ans maintenant, avec des joueurs avec des profils un petit peu différents de ce qui se faisait ici. Mieux les former pour les amener mieux chez des pros, mieux formés avec une réflexion sur le jeu un peu plus complet, capable de jouer à plusieurs postes notamment, pour avoir un bagage et technique et intellectuel un peu plus large, pour pouvoir jouer en Ligue 1 et à un moment donné, malheureusement, être vendu et faire survivre ce club. Là, les garçons qui intègrent le centre à la rentrée, c'est les premiers entre guillemets que vous avez recrutés. Exactement. Toi et l'équipe, Momo. Complètement. On a été dans le processus de recrutement sur les premières détections et validations et ANS, contrats, etc. Tu parles de changement de coach, ça veut dire quoi? Nouvelle tête en R1, nouvelle tête avec les U19? Il y aura des changements, tout n'est pas définitif. On n'a pas encore parlé à tous les acteurs principaux. On a fait des entretiens depuis quelques semaines, on a encore fait hier, on a encore d'ici la fin de semaine pour définir l'organigramme à 100%. On a proposé aussi des retours au club pour certaines personnes extérieures. On attend des réponses. On vous tiendra au courant dès que tout sera acté. Jair est confirmé en qualité de directeur du centre? Oui. Et est-ce qu'une nouvelle fois, il jonglera entre la direction du centre et la direction de la RA? Normalement, non. Il aura plus une mission différente. La direction du centre prend beaucoup de temps, beaucoup de choses administratives, beaucoup de travail tout simplement. C'est compliqué d'être sur le terrain au quotidien, d'avoir un double objectif de gérer un centre de formation où tu as 44 lits, si je ne dis pas de bêtises, 44 lits, plus les externes, ça veut dire 110, 115 joueurs. Parce que de l'après, il faut la formation, je ne parle même pas de l'école de foot. Et le week-end, on me dit qu'il faut aller gagner des matchs en R1 pour remonter, parce qu'on a raté la montée quand même ce week-end. Pas simple. Donc organisation, et on va travailler un petit peu différemment. C'est embêtant d'ailleurs. C'en est où les travaux de la KV Il faut qu'on vende des joueurs pour les payer. Non, je rigole. Il faut le mot à Jean-Michel. C'en est où? Ça avance. Pour l'instant, il semblerait que la livraison soit toujours prévue début juillet. Pour la reprise. Donc, on croise les doigts pour que cette date soit maintenue. Je ne vous parle pas du terrain, c'est pas prévu. Si, tu peux en parler. Ah. Parle-en. Est-ce que c'est prévu dans une deuxième phase? On peut que le souhaiter. Attends, il faut demander à Jean-Michel. On peut que souhaiter qu'il y ait une vraie évolution sur les terrains, parce que c'est ce que j'ai. Oui, on parlait de la KV. Ce que je dis depuis le début, c'est très bien d'avoir revu le bâtiment, mais
Je trouve extrêmement dommageable que le projet tout initial, qui existait avant notre arrivée, hein, n'ait pas intégré les terrains plus le bâtiment, parce que l'outil, c'est quand même le terrain, quoi. Alors, il fallait que la rénovation du bâtiment se fasse pour la qualité de l'accueil des jeunes qui arrivaient, mais le statut des terrains tel qu'il existe, il n'est pas acceptable. Mais ça coûte très cher les terrains. Ça coûte extrêmement cher. Et je rappelle qu'on est détenteur d'un bail d'une partie du terrain, pas de tout. Le terrain d'honneur, il est à la ville, il n'est pas à nous, quoi. Donc, pardon ? À la cavée, le terrain. Oui. Mais nous, on demande qu'il y ait un synthétique qui soit fait sur la cavée pour qu'il puisse être exploité 24 heures sur 24 avec l'éclairage, que les matchs puissent avoir lieu là-bas, etc. Donc, c'est un vœu. C'est un vœu. En l'état, c'est un vœu. Juste, les travaux sur la réfection du bâtiment, c'était 3-4 millions d'euros, c'est ça 4. On parlait de la réserve en R1, qui ne montera donc pas en N3 cette saison. À quel point c'est un vrai problème pour vous que l'équipe réserve ne soit pas en N3 l'année prochaine? C'est pas un problème plus que ça, parce qu'on a fait change des réserves cette année, on a fait pas mal de matchs amicaux à côté. On a encore un amical cet après-midi face à une sélection qui vient d'Argentine. On a joué JMG Mali Côte d'Ivoire il y a 3 semaines. C'est dommage pour les petits, mais à un moment donné, si tu ne mérites pas de monter, bah, tant pis pour toi. Je faisais le bilan un peu tout seul. 66 points en jeu, 42 points on a fait. On est les premiers ex-aequo, mais c'est-à-dire que tu as perdu 24 points en R1 et qu'après la semaine, il y a des garçons ou des conseillers qui viennent te voir pour dire je pense que lui il peut jouer en Ligue 1. Il n'a pas survolé le championnat de R1. N3, N2, National, Ligue 2, Ligue 1. Et en Ligue 1, on n'est pas les premiers du classement. Donc il y a quand même une marge. Donc. J'ai envie de dire tant pis pour eux. Ils vont redécouvrir la Normandie une année de plus. Ça fait du tourisme. C'est des bonnes ambiances, c'est des matchs un peu compliqués parfois. Mais ils peuvent s'en prendre par eux-mêmes. Est-ce que c'est formateur? C'est vrai que ça paraît de l'extérieur un peu bizarre qu'une équipe réserve, notamment de Ligue 1, puisse aller jouer dans un championnat de Régional 1. Mais est-ce que c'est pas formateur justement d'aller jouer, vous avez eu je crois par exemple 40 ans, La Ferté, sur des pelouses peut-être des fois d'une qualité quelconque, dans une ambiance un peu chaude, hein, parce qu'il y a tout le monde qui suit, ces équipes. Pour connaître les deux, je vais dire les deux régions, hein. Là-bas c'est la haute. Hein. Il faut mieux être dans la région Basse-Normandie. Les terrains sont de meilleure qualité, les ambiances sont mieux. La haute, crois-moi que c'est un autre monde. Surtout peut-être que vous avez une étiquette différente aussi en haute, ou peut-être que tout le monde veut normalement... Ouais, non, mais même quand tu vas sur la base, et franchement on a été bien reçus, j'ai fait beaucoup de déplacements, tu es franchement bien reçu, tu es bien accueilli, les gens sont contents. Les terrains sont plutôt de bonne qualité, c'est pas un prétexte. Le terrain moins bon, c'est le nôtre. C'est la KV, ou alors c'est aller jouer à Ifto, ou c'est aller faire le tour du monde pour faire des matchs de réserve. On termine premier ex-aequo avec Deauville, on a joué 2 fois chez eux, l'aller et le retour. Ça, c'est un vrai problème. Tu fais un nul et tu perds, et tu ne montes pas à cause de la différence particulière, mais tu as joué 2 fois chez eux. Donc tu leur as donné un avantage, mais parce qu'on n'a pas de terrain, donc on n'a pas le choix. Et ce terrain de Deauville est quand même de meilleure qualité que le nôtre. Mais oui, c'est de l'apprentissage. Maintenant, il faut que les garçons le comprennent. C'est pas toujours facile à dire à des garçons, vous sortez 19-9, vous allez jouer le PSG, Lille, Lens, et puis la semaine prochaine, vous allez jouer à 40 ans. Je vais te dire, la N3, c'est FA2. Les équipes, c'est pas des équipes de renom non plus. Quand tu arrives sur le championnat N2, là, c'est encore un championnat différent. Là, tu as tes grosses équipes. R1, N3, pour moi, la N3, c'est une R1 améliorée. T'es le hack. Tu as des joueurs à fort potentiel, pro, stagiaire, ce que tu veux, qui aspirent à jouer en Ligue 1. Le championnat, tu dois le dominer. Il y a une poule A et une poule B. Tout le monde connaît qui est le champion de la poule B, c'est Coquery, qui a survolé le championnat et qui est monté depuis le mois de mars. Donc on aurait dû monter depuis le mois de mars, nous aussi. Donc non, je suis pas... Ça m'embête pour eux, mais pas plus que ça. Ils vont découvrir une année de plus, et puis ils vont aller faire une montée. Est-ce que le challenge des réserves est appelé à qui se disputent dans une étonnante discrétion? On n'est pas toujours d'accord là-dessus avec eux, mais bon. Est-ce qu'il est appelé à évoluer? Normalement, il devrait continuer, et c'est au fait. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien, c'est une bonne idée. Je suis d'accord avec toi sur la discrétion. Moi, je serais partisan de le filmer et de l'ouvrir à tout le monde, parce que c'est des bons matchs. On a joué le PSG ici. C'était un match de bon niveau. On a été à Saint-Etienne, on a été à Nantes. Franchement, c'était des matchs hyper intéressants. On a reçu Montpellier et Toulouse ici. C'est des bons matchs de foot.
sincèrement. Je me souviens du match à Nantes, on était quoi, lundi ou un mardi, je ne sais plus, qui avait une équipe plus vieille que nous, mais c'était un vrai match de football. Le PSG ici, franchement, c'était un bon match de football. Avec une conséquence, tu gagnes ou tu ne gagnes pas, qui est importante, mais sans l'être non plus. Je trouve que c'est une top idée. S'il peut y avoir plus de matchs, plus d'équipes, c'est ce qui est prévu. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais c'était bien, c'était intéressant en tout cas. Pour les pros, est-ce qu'on a déjà le jour de la reprise et un programme éventuel de matchs amicaux? Le 7 juillet. Et les matchs amicaux sont quasiment actés. Il reste 2-3 signatures à faire. Un stage en Bretagne au cours du mois de juillet. Et des matchs amicaux surtout en France cette année. Il n'y a pas de match au Stade Océane. D'accord. Vous pouvez nous dire quel club déjà vous jouez ou pas? Il y a le PFC. Je ne sais plus avec qui on a signé encore. On a acté. Angers, je crois. Angers, PFC, Amiens, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce sens-là. Ok. Qui sont quasiment sûrs. Et pourquoi pas de match au Stade Océane? C'est des bacs de Boron. La pelouse. Il y a la pelouse qui est, La pelouse. Que la pelouse. qui est en travaux aussi. On voulait rejouer les Allemands pour faire une revanche. Ils sont descendus d'ailleurs. Et pas nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, l'image n'est pas Non, mais on leur a fait croire qu'ils étaient bons. Non, mais la pelouse, oui, la pelouse. Et les travaux. Il y aura un match dans le coin ou Il y en a un à Deauville. il y en a un C'est Paris FC à Deauville, non? Non. Angers. je dis Angers. pas de bêtises. PFC, c'est à Orly. Amiens, Il n'y a pas Amiens. le trophée des Normands, stade. Posez la question. Est-ce qu'il y a du GSF existe toujours C'est dur. Alors que Non, c'est pas- alors c'est que le pas président dans les Lécuyer n'est pas là, c'est responsable de ce que vous dites. C'est pas dans les tuyaux. Non, on n'a pas de. Non, 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 non. C'est plus intéressant de C'était bien passé l'organisation l'année dernière. Non, non, mais il y a toujours des problèmes d'organisation, c'est jamais simple, malheureusement. Ce qui est triste. Hein. Oui. Mais ouais, c'est dommage, c'était un bon match. Il y aura une deuxième équipe en D1 du HAC la saison prochaine, avec les féminines. Mhm. Ça compte à quel point d'avoir un club en D1 féminin? Alors, nous, on n'a pas un Quand- club. Hein. Quand vous, Pas une équipe. quand Non, vous non, dites, mais on a un centre de formation aussi féminin. quand vous dites hein, ça compte, c'est-à-dire? Pour la visibilité, vous parliez tout à l'heure de la marque HAC. Ouais. On voit le championnat féminin qui Ouais. a tendance à se structurer. Oui, ça c'est l'avenir. Structuré, c'est l'avenir qui le dira. Nous, on a, comme le dit Mathieu, une équipe en D1 et un centre de formation. Après, ça compte à quel point c'est, en termes d'identité de notre marque et de l'impact au moins régional que ça peut avoir, c'est très important. En termes d'économie, c'est très compliqué. J'entends et on lit beaucoup de choses sur l'avenir de, comme le dit Olas, la femme est l'avenir de l'homme. Hein, donc dans le football féminin est l'avenir du football. Il va falloir qu'ils trouvent beaucoup de moyens pour aller au bout de ces propos. Donc oui, c'est important. On était extrêmement heureux que les filles se soient maintenues en D1 Arquebas. Parce que finalement, les clubs qui sont en Ligue 1 et en D1, il n'y en a quand même pas des tonnes. Donc on est un grand club, parce que, voilà, avec des gros moyens, Lyon, Paris Saint-Germain, Paris FC, qui y a d'autres, qui a les deux l'année prochaine. Hein? Nantes, Marseille. Marseille, Marseille-Lens. non, Lens, donc Strasbourg, donc des clubs avec des vrais moyens. Donc on est un club avec des vrais moyens. Voilà ce que j'en conclus. Mais oui, à votre question, oui, c'était important, bien sûr que c'était important. Là aussi, il y a du rachat de la vente. Il y a du rachat, il y a des discussions, on s'en est pas caché. Il y a des discussions. Il y a un objectif de boucler ces discussions en cours au plus tard le 30 juin. Je n'ai pas plus d'éléments pour l'instant. Ça peut aboutir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, de notre part, il y a une volonté, clairement, que le HAC féminin, le HAC football féminin, vive de sa propre vie et puisse bénéficier
d'un apport dédié et surtout de ressources et de moyens qui lui sont dédiés. C'est toujours difficile de mêler les deux, je veux dire, de demander à tous nos services de travailler pour les garçons et pour les filles, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes moyens à mettre en œuvre. Donc, et on constate que malheureusement, c'est souvent au détriment des filles par rapport aux garçons. Donc si on veut que... Si le football, en gros, si le football féminin doit arriver au niveau que la fédération espère, il va falloir qu'il y ait beaucoup de clubs féminins qui soient distincts du football professionnel. Alors je sais qu'en disant ça, du football professionnel masculin, s'entend. En disant ça, je vais à l'encontre de ce que pas mal d'autres de mes homologues pensent. Mais je pense que c'est une absolue nécessité. Tant que le football professionnel féminin restera dans le giron des clubs masculins, il aura beaucoup de mal à s'épanouir. Voilà ce que je pense. Quid d'Ahmed Hassan? Il a caché le petit logo, enfin le drapeau Ouais. LGBT lors du dernier match. Ouais. Dans l'équipe, la Ligue, ils écrivaient que la Ligue éventuellement pourrait sanctionner le joueur. Oui, c'est possible. Oui. Bon, on en est on a reçu une demande d'explication par la commission des compétitions qui transmettra à la commission de discipline. Voilà, on a répondu à la demande de la commission des compétitions. Point. Est-ce que vous envisagez une sanction contre lui? Alors, les sanctions contre lui, on va le tourner dans l'autre sens. On ne valide pas son geste, hein. Que les choses soient claires. Le fait qu'il ait masqué le patch, on ne le valide pas du tout. Pour autant, moi je constate juste une chose. Ahmed Hassan, il était sur le banc, il est rentré à la 63e minute dans ce match. Il portait son maillot quand il est rentré. Les quatrièmes arbitres, ils sont là pour inspecter les pompes, les bracelets, les colliers, les je ne sais quoi. Mais ils ne peuvent pas ignorer le maillot. D'accord ? Dans un périmètre de 25 mètres carrés autour d'Ahmed, il y avait un ou deux délégués plus le quatrième arbitre. Et que tout ce petit monde l'a laissé rentrer. Il aurait tellement été simple et facile qu'un des trois, quatrième arbitre ou un des deux délégués, dise au banc du Havre, vous êtes gentil, il enlève son scotch, sinon il ne rentre pas. Le problème aurait été réglé immédiatement. Voilà, c'est le seul regret que j'ai. Est-ce que je condamne le fait qu'il ait mis un patch, un scotch? Oui, la réponse est oui. Est-ce que ça aurait pu être évité? La réponse est oui, bien sûr. Il aurait suffi, comme je vous l'ai dit, qu'un des délégués s'oppose au fait qu'il rentre sur le terrain. S'il dit qu'il ne rentre pas sur le terrain avec son scotch, le problème il est réglé tout de suite. Hein. Mais il n'est pas question de le sanctionner jusqu'à ce qu'on soit. Mais ça c'est interne au club. On a combien on a pris de primes d'éthique cette année? 4, 5 Ouais, 4. Ouais, 4. On n'est pas venu se répandre et vous dire, tiens, lui, on lui a enlevé sa prime d'éthique. Donc, la décision, on la prendra. Elle est prise, d'ailleurs. Mais je n'ai pas à la communiquer. Encore une fois, quand on enlève les primes d'éthique des joueurs, on ne communique pas là-dessus. Voilà, c'est un problème interne au club. Et vous craignez une grosse sanction sportive de la part de la commission de discipline? Pour qui? Pour lui? Oui, pour le... Il y a une jurisprudence, elle existe, elle date d'il y a 1 an. Il a pris combien? 4 matchs, le Monégasque. Bon, voilà, à mon avis, je ne serais pas étonné que la jurisprudence s'applique. Hein. Voilà. Oui, on peut s'attendre à ce qu'il prenne 4 matchs, ouais, bien sûr. Lui et, comment il s'appelle? Matic aussi. Pareil. Santos sera-t-il encore là à la reprise? That's the question. I don't know. On Vous verra. avez une option automatique en cas de... Non? Non, Codé avec? non plus. Personne. Est-ce qu'on parle de choses qui fâchent un petit peu? Est-ce qu'il y a des suites sur le match de l'OM? J'entends par suite des plaintes. Peut-être que je suis passée à côté de l'info, mais Oui, plaintes individuelles. oui. Il y a des plaintes individuelles, il y a des interdictions des ICS. Ça passe en commission de discipline ce soir. On a 16 ICS, dont 4 plaintes individuelles. Nominales. Est-ce qu'il n'y a pas j'imagine que c'est prévu d'ailleurs, mais
une discussion à faire aussi avec les supporters. En tout début Il y aura. de l'entretien, vous parliez du match de Toulouse, qui a beaucoup marqué les esprits, j'ai l'impression, en interne, et l'environnement extérieur. J'ai l'impression que les supporters, ils aient exactement le même point de vue que vous sur ce dossier-là, sans dire qui a raison, qui a tort, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en rediscuter pour remettre les choses un petit peu, à plat? Il y aura évidemment, oui. Il y aura évidemment. Il y aura sur le sujet, alors qu'ils n'aient pas la même vision que nous sur le sujet de Didier, si c'est ça dont vous parlez, Mathieu, Toulouse, c'est ça? tout à fait, ouais. Ouais, pour Toulouse, ouais. Bah, on ne sera jamais d'accord là-dessus, peu importe. Encore une fois, moi je considère qu'ils ont touché le fond et qu'on a touché le fond ce jour-là et que c'était inconcevable. Et beaucoup de gens me parlent encore de ce match-là, des gens qui étaient venus au stade ce jour-là et qui vont voir des matchs depuis des années et qui n'ont pas compris la brutalité du truc. Donc, oui, on en reparlera. Maintenant, il y a des associations, il y a des groupes de supporters organisés en association, c'est assez facile de parler avec eux. Et puis, il y a le stade, l'arène. Si on revient sur le match de Toulouse, on se rend compte que finalement, l'arène a été emportée par un mouvement général. Ce dont on discutera avec les groupes, c'est qu'il n'y aura plus jamais les enceintes tournées vers la pelouse. Ça, où il n'y aura plus d'enceintes. Voilà, comme ça, les choses vont être sont claires, mais ils le savent. Hein. Ce n'est pas des nouvelles discussions qu'on va avoir avec eux. On les verra, on fera le point. Le coup de l'enceinte qui va vers la pelouse, ça, c'est... Et puis, on va parler de Marseille, bien sûr. Bien sûr, la charge de la brigade légère dans les coursives. Bien sûr qu'on va en parler avec eux. Bien sûr. Mais il y a eu des discussions déjà avec eux. Hein. Oui, c'était juste, je rebondissais un petit peu sur la... Oui, bien sûr. Sur la dernière question. Bon, on ne peut pas toujours être d'accord avec eux et nous. Hein. Change de sujet peut-être pour une dernière. Il y a des nouvelles de la chaîne de télé qui doit être lancée par la Ligue pour la saison prochaine et distribuée? Vous avez gardé à la fin celle-ci pour... C'est Jérémy qui commente. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Non, il n'y a pas de nouvelles. Zéro nouvelle. Ça s'est amélioré les relations d'ailleurs, Avec qui? entre les présidents, Ils partent en vacances. Sur un yacht. Ensemble, il y a un séminaire une semaine. Il y a une visio d'organiser au mois Mais de vous janvier. faites référence à quoi? La fameuse vidéo que tout le monde a vue qui est sortie par France 2 notamment, enfin l'image du grand public. Ah, mais j'étais pas là, moi, ce jour-là. Moi. C'est vrai que vous étiez pas là. J'avais demandé moi, j'étais dans un lit de réanimation, j'avais demandé à Vincent de me remplacer, donc je peux pas, j'étais même pas témoin de ce qui s'est passé. Et donc, je l'ai découvert. Non, je déconne, je le savais. Mais Le grand public, c'est des dirigeants de clubs qui se parlent mal, qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas. non, mais on est nombreux à pas s'aimer, ouais, bien sûr. Après, ça ne veut rien dire, on s'aime pas. Voilà, on est tous tournés vers le même objectif, essayer d'avoir le plus de moyens possible pour nos clubs respectifs. On n'est pas obligé de s'aimer non plus. Hein. Voilà. Sur les diffuseurs de Ligue 1, à l'heure actuelle, en interne, on ne sait pas si, vous ne savez pas si DAZN sera toujours le diffuseur au mois d'août. Ah, je ne le sais pas officiellement, non, ça c'est clair. Ok. Je ne le sais pas officiellement. Personne ne le sait officiellement. Ça, la Ligue, elle dit beaucoup de choses, mais on devrait le découvrir assez vite. On devrait être fixé assez rapidement. Ouais. Et officieusement. Non, sérieusement, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Ok. Vous savez, par définition, dans les choses qu'on reproche, c'est le management dans le secret. Vous voyez, il y a encore une fois toujours quelques happy few qui sont au courant, mais je ne fais pas partie des happy few, donc je ne sais pas vous dire. Dernière question. Partez-vous à Metz soutenir Comment? M. Caillot ce soir? Je l'ai eu au téléphone. Non, mais attendez, je vais remettre les choses. Effectivement, l'année a été compliquée aussi par rapport à la Ligue et j'en ai pas fini avec la Ligue. La Ligue, c'est pas que Jean-Pierre Caillot. Voilà, Jean-Pierre, je l'ai eu au téléphone lundi. Bon, on se parle. Jean-Pierre, il m'a donné un vrai coup de main sur le dossier CVC ces derniers jours. Il a réentrouvert une petite porte, il n'était pas obligé de le faire. Déjà, je lui suis reconnaissant de ça. Je lui souhaite le meilleur pour ce soir et la semaine prochaine. Voilà, j'ai pas que des gens avec qui je suis fâché à la Ligue. J'ai un problème avec la Ligue.
et ceux qui la gouvernent. Mais je n'ai pas que des problèmes avec mes homologues. Hein. Le premier mec qui m'a envoyé un message samedi soir, après la rencontre de Strasbourg, ou un des tout premiers, c'est Laurent Nicolin. Donc, vous voyez, je n'ai pas que des soucis avec eux. Quand vous dites que le président Caillot vous a une petite porte sur le dossier CVC, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un collège Ligue 1, j'ai posé la question d'avoir l'accord des clubs pour pouvoir aller demander notre argent directement à CVC. Je vous rassure, CVC l'a refusé, hein, sans surprise. Mais pour faire cette démarche, il me fallait l'accord des clubs. Et j'ai eu l'accord des clubs, à une exception, un qui s'est abstenu pour des raisons normales, objectives, puisqu'il est aussi en conflit sur ce dossier-là. Donc, et les 16 autres clubs, parce que évidemment c'est moi qui posais la question, étaient favorables à ce que j'entreprenne cette démarche. Je ne suis pas complètement dupe, je pense aussi que beaucoup savaient que cette démarche était un peu pour que dalle, pour rien. Mais voilà, Jean-Pierre n'était pas obligé de mettre ça à l'ordre du jour du Collège Ligue 1 et il a accepté de le faire. Voilà. La prochaine échéance au tribunal pour ce dossier, c'est... Oh, il y en a. La prochaine. Mais j'ai pas les dates, Benoît, j'ai aucune date. Il y a plein d'échéances. Là, on a une échéance par rapport au... On a continué la procédure par rapport à la saisie conservatoire qu'on avait obtenue, puis la malvée qu'on a dû faire. Donc, je veux bien parler de toutes les échéances, mais il y en a tellement d'échéances qui s'entremêlent, de procédures qui s'entremêlent, que voilà, je ne suis pas sûr que ce soit passionnant. Et sur le plan judiciaire, s'il n'y a pas d'accord hors judiciaire, on est parti sur un combat qui va durer quelques temps, en années peut-être. Voilà. Mais qui ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup. Merci.